J'ai bientôt 22 ans, je suis étudiant en droit et j'ai travaillé en même temps que mes études en licence pour avoir un petit patrimoine. Totalement investi sur l'Ethereum, bon mouvement car j'ai fait un x3. Oh là là, c'est le GOAT de l'investissement. Aujourd'hui, tel mon mentor Mounir, je vais analyser des portefeuilles. Hâte de voir les portefeuilles de Hervé et Jean-Yves. Oh non, tu vas voir, la communauté, je pense que c'est la communauté la plus tech de France, hein. Commençons les portefeuilles. Alors, je les prends par ordre d'arrivée. Donc ça, c'est le premier portefeuille qui a été envoyé. Je pense pendant le live dans lequel je parlais de ce concept. Un portefeuille qui globalement est assez représentatif de la communauté, je pense. J'avais demandé un petit peu une timeline, parce qu'en fait, c'est dur quand t'as pas les dates de savoir quand est-ce que quelle action a été achetée. Mais en gros, premier portefeuille. D'abord en achetant de la TQS, bon, ce qui est à titre personnel, ce que je recommanderais, ce que j'ai fait d'ailleurs sur mon compte GP contre Nasdaq. Donc Alphabet, Amazon, Apple, Meta, et Salesforce, je sais pas ce qui m'a pris. Bon, on reviendra là-dessus après. Ensuite, il a renforcé la TQS avec Visa et Adobe. Ensuite, il a renforcé la TQS avec plus spécifiquement de la cybersécurité, Fortinet et Palo Alto, mais ça reste grosso modo de la TQS. Et ensuite, il a créé un deuxième portefeuille dans lequel il a mis TSMC, qui est plus ou moins de la TQS. Et puis ensuite, du médical avec United Health, Eli Lilly et Novo Nordisk. Alors, globalement, bon, le portefeuille déjà marche assez bien. Mais si un CGP classique, enfin, je sais pas CGP, hein, mais si un CGP voyait ça, imagine Didier, le CGP du Crédit Mutuel de Rouen. Didier, le mec voit ça, il fait une crise cardiaque. Il dit quoi? Mais mais vous n'avez que de la tech américaine, monsieur. Mais vous savez pas à quel point c'est risqué. Vous êtes fou. Mais imaginez, il y a un bug, par exemple. Vous avez un bug ou une bulle internet. Bah, vous êtes ruiné. Vous êtes ruiné, monsieur. Maintenant, je ne fais pas partie de cette catégorie de gens. Je pense qu'avoir, en fait, la TQS est un mot. Enfin, maintenant, le secteur de la tech est un faux secteur qui en réalité regroupe des boîtes qui n'ont rien à voir parce que globalement entre Apple, Meta, enfin Apple donc c'est de la consommation, on va dire grand public. Meta c'est des pubs. Visa c'est aussi plutôt de la consommation. Microsoft c'est plutôt des abonnements logiciels avec beaucoup de récurrence et une bonne visibilité. Amazon encore une fois plutôt consommation. En fait les boîtes vont avoir des problèmes, des marchés qui sont très différents et leur seul point commun en fait ce sont des boîtes innovantes et qui grossissent assez fortement et qui ont de très belles marges. C'est ça. Mais en fait je trouve que parfois tech c'est devenu une espèce de synonyme pour parler de juste de boîtes de qualité. Mais c'est pas vraiment un secteur. Il y a pas de risque propre à la tech en fait. Alors, je sais que beaucoup de gens pensent que si, mais il y a aucune raison que Apple descende au même moment que Microsoft. Vous voyez, enfin, il y a pas le risque de la tech inhérent à la tech est une illusion. Donc, tu n'as que de la tech et c'est très bien. Alors, je pense que tu as dû acheter, visiblement d'après ce que tu dis, je pense que tu as dû faire une espèce de DCA sur les 5 dernières années à peu près, je dirais, je sais pas exactement. J'ai pas les dates malheureusement, mais bon, ça performe assez bien. Je pense que tu dois avoir à peu près les performances de l'indice avec Microsoft notamment qui depuis les résultats a dû encore monter. Donc Microsoft doit être à plus de 60% là, je pense à peu près. Tu dois être assez content. Amazon aussi que tu as acheté assez bas, donc ça c'est pas mal. Je pense que tu as dû en acheter pas mal en 2022, je suppose, ou ouais 2022-2023. Enfin, tu as dû bien acheter ça. Meta aussi que tu as bien acheté à 275 et Salesforce. Alors Salesforce en soi. Parce que j'ai regardé le cours, et en soi, alors tu critiques un peu la boîte parce que bah, c'est celle qui a le moins bien marché, mais pour le coup, je sais pas si elle est particulièrement mauvaise par rapport aux autres, juste. A priori, en fait, ça fait de faire 5 ans que tu investis. Si tu as perdu de l'argent, c'est que je pense que tu l'as acheté soit en fait, au plus haut de 2021, vraiment pas de chance. Alors ça peut arriver, mais c'est pas tellement la faute de la boîte, c'est plutôt pas de chance. Mais si tu l'avais acheté au même prix de revient que tu as eu Meta et Amazon, où tu les as eu en gros dans ce creux-là, bah tu aurais fait une bonne perf. En fait, ce qui m'inquiète plus dans ton message, c'est t'as l'air de pas trop aimer Salesforce et de pas avoir une grande confiance en la boîte, mais à ce moment-là, vends-la, tu vois. Ça sert à rien de la garder indéfiniment. Je veux dire, si t'aimes pas la boîte, vends-la. Mais si par contre juste tu penses que elle a baissé et donc elle est mauvaise, je pense que c'est pour le coup le prix d'achat qui a dû être un peu malchanceux. Ça arrive, hein, voilà. Parfois, moi, typiquement dans le portefeuille Google, bah, j'ai acheté assez haut. Bon, bah voilà, ça arrive. Hein, et au contraire, il y a des boîtes que j'ai achetées très bas, enfin, plus bas sur l'année. J'ai ouvert mon portefeuille il y a 1 an, donc il y a eu aucune boîte qui a été complètement sinistrée. Mais Reddit a été acheté relativement bas. Enfin, donc ça dépend aussi du prix d'achat. Mais en soi, Salesforce c'est pas pire qu'une autre boîte. Alors moi, par contre, il y a un truc qui me choque un peu, c'est le manque d'une entreprise. Parce que là, en fait, ton portefeuille, bon, globalement, il réplique à peu de choses près le S&P 500. C'est-à-dire, tu as beaucoup de Microsoft, beaucoup d'Alphabet, pas mal d'Apple aussi. Donc, les grosses capitalisations sont bien représentées. Mais il manque une boîte. Il manque une boîte très importante dans le S&P 500 qui commence par un N. Je sais pas si vous l'avez dans le chat. J'ai un peu oublié le nom. C'est une boîte qui fait des puces principalement. Ça marche bien. Alors, mais j'en parlais un peu. En fait, il faut comprendre que quand tu essayes de faire un portefeuille américain, le fait de ne pas prendre une grosse capitalisation, c'est une vraie décision. C'est-à-dire que là, si par exemple Nvidia marche très très bien dans les prochains mois et que tu n'as pas d'Nvidia, bah ton portefeuille va sous-performer par rapport au S&P 500. Et donc, en fait, le fait de ne pas en avoir et prendre une décision. Donc, soit tu n'aimes vraiment pas Nvidia, auquel cas, bah très bien.
Mais si juste t'as pas Nvidia parce que t'as pas une grosse conviction là-dedans, en fait, Nvidia représente 10% de l'indice à peu près. Donc, avoir 10% d'Nvidia, c'est pas être, c'est pas avoir une surexposition à Nvidia, c'est être normalement exposé à Nvidia. Donc, voilà, je sais pas si quel est ton cas. Parce que je pense que le plus important, c'est que les portefeuilles restent toujours alignés avec les convictions des gens. Donc, si tu crois pas, aucun problème. Mais si juste t'en as pas parce que t'aurais aimé l'acheter plus tôt et t'as vu ça monter et tu t'es dit, ah, maintenant, parce que t'as commencé à investir plutôt vers toi, je pense, 2021, 2022. Bon, évidemment, si tu avais acheté du Nvidia à l'époque, ça aurait été topissime. Mais maintenant, peut-être que tu te dis: «Ah, c'est chiant, et si Nvidia n'est pas dans son cercle de compétences?» Mais en fait, c'est pas grave. Faut dire que la décision neutre sur Nvidia, c'est de prendre la même pondération que l'indice. L'indice, le S&P 500 ou le Nasdaq, enfin, suivant ce que tu suis, mais c'est à peu près la même chose. Il a au moins, enfin, c'est au moins 8% d'Nvidia, je peux exactement, on peut regarder, enfin, c'est la deuxième plus grosse, enfin, c'est très gros, Weight by, Company. Attends. Ah, en vrai, tu vois, c'est 6. Bah, c'est quand même 6%. Donc ça veut dire, voilà, donc lui, il a un portefeuille qui fait 60 000 € à ce niveau-là. Bah, même en vrai, son portefeuille total, il fait plutôt 100 000 €. J'ai l'impression. Attends, c'est quoi? C'est 84 000. Il faudrait qu'il ait du coup 5%. Donc voilà, 6 000 7 000 € d'Nvidia, ce serait la position neutre. La position surexposée, c'est comment? Moi, j'ai 33% de mon portefeuille sur, enfin, un tiers quasiment de mon portefeuille. Non, un peu moins maintenant. Plutôt 25%. 25% de portefeuille sur Nvidia. Bon, bah là, je suis surexposé. Mais c'est plutôt ça la position neutre, en fait. Ensuite, tu as créé donc visiblement dans l'histoire, tu as créé un deuxième portefeuille MOT, dans lequel au début, tu as mis Taiwan Semiconductor, bon, qui est autant de la TQS que le reste du portefeuille TQS, à peu de près, parce que c'est une boîte aujourd'hui très exposée à l'Amérique, enfin, qui s'intègre parfaitement à la chaîne de valeur américaine, et un peu contrôlée par les Américains d'ailleurs. Et puis, tu as mis un peu de médecine. Alors, autant Eli Lilly et Novo Nordisk, enfin, ça me dérange pas. Je veux dire, si t'aimes bien le truc, très bien. Et c'est malin d'ailleurs d'avoir pris les deux, parce que comme ça, voilà, t'es exposé juste au marché sans être trop risqué, exposé à la concurrence. Par contre, United Health, qui est une compagnie d'assurance, ça, par tradition, je vais moins aimer parce que le business de l'assurance, bon, bah, il y a pas beaucoup d'innovation. Je veux dire, moi, c'est pas le genre de boîte qui me parle. C'est une très grosse boîte aussi. Alors ça, en l'occurrence, ça performe pas très très bien, mais je sais pas, c'est pas ce que j'aurais acheté pour le coup. Ensuite, t'as Airbnb, bah ça c'est un peu de la TQS aussi, donc pour moi ça c'est, enfin, c'est une boîte américaine Airbnb, oui je crois, hein. C'est américain, c'est peut-être anglais. Attends, Airbnb, non, je pense que c'est américain. Airbnb, ouais, c'est complètement américain, donc ça très bien. Bon voilà, alors t'es 100% TQS. Certains pourraient dire que c'est un peu risqué, mais globalement, moi c'est pas ce que je vais te dire, quoi. Pourquoi Buffett fait des performances de fou avec l'assurance et les autres boîtes sont éteintes? Bah, Buffett, son assurance a très bien marché, mais je veux dire, sur le long terme, je pense pas que l'assurance va être le secteur. Tu vois, je vois pas comment l'assurance pourrait, tu vois, il y a aucune raison que l'assurance fasse 35% de croissance par an dans les 10 prochaines années. Bah, alors, tu peux avoir une boîte d'assurance qui marche très bien pendant que d'autres marchent moins bien, mais à l'échelle du secteur, tu vois, c'est un secteur, il est très concurrentiel, qui grossit à la même vitesse que l'économie. Je vois pas pourquoi est-ce que l'assurance particulièrement ferait mieux que le marché. En premier portefeuille, bon, pas mal, bon portefeuille. Alors, on va donner un peu des notes. Donc, niveau performance, 8 sur 10, c'est bien performant. Ça manque un peu de Nvidia, mais c'est bien performant. Niveau résilience, je mettrais aussi une bonne note, même si c'est complètement TQS. Je pense que c'est relativement résilient comme portefeuille, notamment parce que tu as pas mal de Microsoft, tu as pas mal de très grosses boîtes, donc qui tendent à résister assez bien, je pense, sur le long terme. Et niveau originalité, c'est correct. Je mettrais 5 sur 10. Il y a quelques pépites, enfin, il y a quelques petites boîtes que tu aimes bien, notamment cybersécurité, qui ont pas mal marché, et tu as investi un peu dans du médical, pourquoi pas, c'est pas mal. Autant prendre un ETF Nasdaq 100. Objectivement, je pense que l'ETF Nasdaq 100 a fait peut-être un tout petit peu plus de performance parce que ça fait au moins 3 ou 4 ans que tu as le portefeuille, donc peut-être que ça fait un tout petit peu mieux. Enfin, il faut se dire qu'il y a quand même très peu de gens qui font ne serait-ce que des portefeuilles, des performances qui se rapprochent des indices. Et là, performance clairement se rapproche des indices, notamment TSMC et Eli Lilly, là, qui ont très bien marché. Donc, c'est quand même très bien, hein. C'est quand même très bien. Alors, deuxième portefeuille, on va parler d'une thématique complètement différente. Alors, c'est un portefeuille ETF. Et bon, déjà, choix de courtier questionnable, mais bon, je vais pas revenir dessus. Mais il y a un point qui m'a amusé, c'est ça. Tu as un ETF S&P 500 Equal Weight. Et alors, j'avoue que ça, c'est vraiment le genre de truc que je comprends assez mal. C'est un portefeuille très ETF. Hein. Tu as globalement que des ETF. Donc, tu as des banques, de la Chine, globalement, de l'énergie, de la tech et du Equal Weight. Je pense que tu as acheté très récemment parce que pour que ton truc technologique fasse que 6%, c'est que tu as dû acheter il y a maximum 6 mois. Mais voilà, le Equal Weight, moi, j'ai un peu de mal avec ça. En fait, j'ai un peu de mal avec le concept de j'ai un peu avec le concept de diversification en général, parce que le S&P 500 normal tend en ce moment à battre le equal weight, et en plus même dans des questions, je pense, de résilience long terme, je suis pas sûr que le equal weight soit tellement meilleur que le S&P 500. En fait, le equal weight, tu vas avoir du coup beaucoup plus de petites boîtes qui vont être lourdement pondérées, et en fait, quand on regarde la résilience en fait, des boîtes qui vont plus se rapprocher du profil du Russell 2000, et en fait, le Russell 2000, donc qui prend pour le coup 2000 plus petites boîtes en dessous du S&P 500, je pense qu'en termes de performance, ça rapporte pas grand chose. Enfin, ça performe même moins bien. Et en termes de résilience, je suis pas sûr non plus que ça
ça se passe tellement mieux parce que les plus petites boîtes, en fait, sont plus fragiles que les grosses boîtes, du marché américain. Donc de l'un dans l'autre, je suis pas forcément hyper convaincu. Et alors, il y a un truc que je voulais voir avec vous dans la question de diversification parce que on dit souvent par coutume: «Oui, la diversification, ça permet d'avoir beaucoup plus de sécurité, beaucoup» enfin, c'est très bien. C'est un peu le cœur de l'investissement. C'est intéressant parce qu'en France, on a un fonds qui ont fait une approche où en gros, ils ont fait des études machin très bien, mais c'est un truc très bien, des mecs très bons. Ils ont fait une approche en mode, on va diversifier, au maximum. On va faire le maximum de la diversification et on va avoir 0 exposition sur aucun secteur. Vous voyez, on va être vraiment parfaitement équilibré sur chaque truc et donc ils ont inventé c'est un vrai truc, une vraie création un peu française. Ils ont inventé ce truc-là. J'aimerais bien voir les portefeuilles, où est-ce que c'est? Action. Alors, on va prendre le truc action. Pardon. Ils ont inventé des portefeuilles vraiment 100% diversifiés. Voilà, où en fait, imaginons, je sais pas, donc l'énergie, ça représente, 5% de l'économie américaine. Hop, on va mettre ça à 5%. La consommation, tu vois, ah voilà, bah, ils nous montrent ça, vous voyez? De gros, les pondérations de chaque secteur varient beaucoup. Et là, en ce moment, vous voyez, donc les trucs noirs, donc qui est, je suppose, tech et non, c'est quoi? Bon, en gros, les secteurs technologiques et de la pub ont pris une part beaucoup plus importante de l'économie américaine qu'elle l'avait à l'époque. Alors que normalement, il faudrait que ça soit plus comme ça, à savoir, du coup, plus d'énergie que maintenant, plus de télécom, plus de matériaux, plus d'industrie, plus de tout ça. Voilà. Et en gros, le fonds, sur 5 ans, il fait 2%. Voilà. Il fait 2%. Et donc il fait -20%. Bon, je sais pas si c'est exactement le fond, mais vous avez l'idée. Donc il fait -20% par rapport à l'indice, voilà. Donc l'indice fait, 22% sur 5 ans et lui, il fait 2%. Et en gros, je pense qu'on est plus trop à une époque où la diversification paye tant que ça, parce que les boîtes qui sont surpondérées dans les indices sont les meilleures, en fait. Et donc, si tu pas une vraie conviction sur: «Ah oui, je pense vraiment que les techs vont s'effondrer», viser plus de diversification, je pense que ça a pas beaucoup de sens parce que tu vas juste perdre en performance drastiquement tout en ayant des boîtes qui sont pas tellement plus solides et sans vraiment gros avantages, quoi. Donc voilà, donc moi je jouerais pas la diversification. Je suis plus quelqu'un qui aime la concentration. Et là, donc du coup, cette logique, alors c'est beaucoup moins grave, enfin c'est beaucoup moins pire que le truc complètement diversifié qu'ils ont. Mais globalement, rechercher plus de diversification, si tu pas une conviction sur le fait que vraiment la tech va s'effondrer, c'est pas forcément ce que j'aurais fait. Et après, tu as du coup, bah, un ETF S&P 500, technologie, qui, lui, pour le coup, devrait bien performer. Et tu as, énergie. Bon, énergie, là, avec le pétrole qui baisse, parce que c'est assez pétrole, en fait, les ETF énergie. Là, ça marche pas très, très bien, mais bon, voilà, ça dépend de tes convictions. La Chine, qui pour le coup, tu as dû avoir un bon timing parce que tu as dû investir récemment, ça marche assez bien, mais je pense qu'il faut toujours se méfier. Et les banques, bah, là aussi, bon timing, je pense, et ça a bien marché. Donc ça, bah, écoute, je pense que tu as eu pas mal de chance, enfin, ça s'est plutôt bien passé. Je sais pas si sur le long terme, ça va continuer comme ça. Et par contre, le côté, voilà, diversification, moi, j'y crois pas trop. Après chacun fait comme il veut. Donc voilà, et puis je pense aussi il y a beaucoup d'ETF globalement. Ça serait bien de simplifier un peu tout ça. Dire, est-ce que tu peux pas juste prendre un ETF? Je sais pas, ça me paraît un peu trop d'ETF. En plus, le equal weight fait un peu doublon avec le énergie. En fait, t'es très largement surpondéré sur l'énergie du coup, parce que equal weight, tu vas avoir plus de boîtes pétrolières et tout ça. Et énergie, tu as déjà. Et banque aussi, enfin, ça a pas tant de sens que ça. Ne penses-tu pas que le value va reprendre des forces sur le gros ces prochaines années? Bah, ça fait 15 ans que les gens disent ça. Et en fait, quand tu analyses individuellement la force extraordinaire des boîtes de la tech, en fait, moi, je pense que pas du tout. Je pense que la technologie va encore plus prendre de l'avance sur la value. Peut-être que je me trompe moi-même, mais en fait, pour moi, les boîtes tech sont trop fortes, trop innovantes, et donc je pense qu'elles vont continuer à surperformer le marché pendant, les, 30 prochaines années assez facilement. Je suis 100% Nasdaq, tu valides? Oui. Faut saluer qu'il a 22 ans. Mais c'est vrai que tu as 22 ans. Non, lui, je crois qu'il avait 24 lui. Je sais plus. Je crois qu'il avait 24 lui. Non, le prochain, portefeuille 3, il a 22 ans. Alors, portefeuille numéro 3. J'ai bientôt 22 ans, je suis étudiant en droit et j'ai travaillé en même temps que mes études en licence pour avoir un petit patrimoine. Oh là 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 là. Déjà, ça commence bien. Travail pour épargner. Totalement investi sur l'Ethereum. Bon mouvement car j'ai fait un x3. Oh là là, mais c'est le GOAT de l'investissement. J'en ai versé 30% à l'État, je suis parti en vacances, etc., etc. Après une phase d'intéressement au sujet, je me suis lancé. Et après deux trois bons coups, FDJ Hermès, j'ai découvert. La vidéo sur Unibail et Xavier Niel, la deuxième. Ah ouais, parce que c'est vrai que j'en ai fait 2 un peu sur le même sujet. Et c'est l'ensemble de ton patrimoine, voilà. Et on va voir le patrimoine assez concentré. Reddit et Nvidia. Alors, bon, évidemment, je suis un peu biaisé parce que j'aime beaucoup ces 2 actions. En plus, alors oui, point important quand même, tous les portefeuilles ont été envoyés, je crois, lundi ou mardi, donc et les cours ont pu bouger un peu depuis. En l'occurrence, les cours ont plutôt monté. Donc certains ont pu gagner un peu d'argent, notamment Reddit, bah, c'est un petit peu plus haut. Nvidia aussi, c'est un petit peu plus haut. Donc je pense que tu devrais, être, plus proche de l'équilibre maintenant. Mais je pense que enfin, en fait, ce qui est bien, ce qui sauve un peu le truc, bon, c'est que tu as 22 ans et donc à 22 ans, c'est le moment où tu peux prendre des risques. C'est le moment où tu peux, mettre un peu dans des actions agressives, parier un peu sur tes convictions. Alors j'espère que tu n'as pas investi juste là-dedans parce que
tu as vu des gens sur internet, au hasard moi, qui aimaient bien Nvidia et que tu as vraiment une confiance dans l'IA et dans tout ça et cetera. Mais de fait, je pense que si tu as 22 ans et que tu investis comme ça, enfin, tu mets une belle position dès le début sur Nvidia, à, 32 ans, tu peux avoir gagné pas mal d'argent. Pareil pour, Reddit. Tu pourrais enfin, c'est vraiment l'âge où tu peux prendre beaucoup de risques, quoi. Parce que si ton pari, il paye et puis, enfin, tu as le temps de voir venir normalement. Normalement, tu gagnes aussi de l'argent. C'est pas le moment où tu as besoin d'argent, trop pour, tes enfants ou pour acheter une maison, pour je sais pas quoi. Normalement, c'est le moment où tu peux commencer à épargner et si ton pari, il paye dans 5-10 ans, ça peut faire plaisir. Donc je pense que c'est un portefeuille qui est très agressif mais voilà, le timing est assez, à propos. Donc je sais que beaucoup de gens, critiqueraient fortement ce portefeuille mais moi, je le trouve pas mal. Vous allez voir, en fait, il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé des portefeuilles à base de, j'y vais contre le Nasdaq avec, quelques variations près et alors celui-là peut paraître déjà beaucoup, mais le portefeuille 4 est encore pire. C'est on va parler après du même sujet. Bonjour Crésus, voici mon portefeuille, le portefeuille parfait, bientôt dans le positif après des descentes à -3000 de plus-value latente. Bon alors déjà, ce qui est bien, c'est que tu n'as pas vendu après -3000 de plus-value latente. Et alors le portefeuille un peu particulier, alors, première valeur Alphabet, deuxième valeur Celestica, troisième valeur Lyft, quatrième valeur Nvidia, cinquième valeur Reddit et sixième valeur Webtoon. Ah bah, sacré portefeuille ça, hein. Sacré portefeuille. Oui, effectivement. Donc, ouais, alors, ce qui vient déjà niveau originalité, c'est pas mal, hein, parce qu'il y a pas mal de petites pépites qui pourraient exploser. Je pense à Lyft, effectivement, petite pépite américaine dans le secteur de la mobilité. Qui a remonté un peu depuis, parce que maintenant ça a plutôt 13 là, ça remonte un peu. On était pas top avec Lyft, mais bon, ça reprend un peu de la bête. Espérons que les résultats soient bons et on pourra finir en positif. Alphabet, bon, assez classique. Bon, c'est un peu chahuté en ce moment. Je pense que bon, ça, c'est le plus solide du portefeuille. Celestica, tu encore un peu en plus-value latente et ça a un peu monté aussi, donc ça, c'est pas mal. Tu as dû acheter à un prix, plutôt sympa. C'est quoi ton PRU? Soit tu un bon PRU là-dessus, donc ça, c'est pas mal. Nvidia, bon ça, Nvidia, tu pas le meilleur PRU du monde parce que tu as un PRU de 105 attends, ah non, tu as PRU de 109, non ça va. Non, ça va en vrai, ça va. Bah, d'ailleurs, enfin, tu as dû le dépasser, je pense, parce que, enfin, tu dois être à peu près à l'équilibre maintenant parce que ça a un peu remonté. Reddit, Reddit, c'est pas mal, tu as acheté assez vite, 96 de PRU, ça va. Et Webtoon, bon, Webtoon, ça a pas été la meilleure performance du portefeuille, récemment, mais ça remonte un peu là. Ça remonte un peu, mais ça a pas été la meilleure performance. Bon, alors moi, je suis extrêmement enfin, en fait, au début de ma chaîne, j'ai mis 1 an et demi, je pense enfin, je pense que j'ai mis au moins 1 an, si ce n'est 1 an et demi à faire des recommandations d'actions, enfin, à parler d'actions spécifiquement en bien, un peu pour ces raisons-là, parce que j'ai pas eu tout envie que des gens fassent ça, et je suis toujours très gêné par ça. Maintenant bon, c'est pour ça que j'ai titré ce portefeuille Enfer, parce que moi, ça me gêne beaucoup. Maintenant bon, c'est le jeu, hein. C'est le jeu. Je pense que, bah, évidemment, enfin, moi, je crois dans toutes les valeurs du portefeuille, hein, mais on verra ce que donne l'avenir. Tu beaucoup de webtoons, ouais. Moi aussi, j'ai beaucoup de webtoons, hein, c'est bien ça le problème. Bon, ça remonte un peu en ce moment. Espérons que ça remonte au niveau des résultats. Est-ce que tu as beaucoup de Reddit aussi? Tu as beaucoup de Reddit aussi et tu as beaucoup moins par contre de Alphabet, de Celestica et de Lyft. J'y croyais moins. J'étais plus convaincu sur la vidéo, sur Reddit et sur, Nvidia et sur Webtoon. Ce qui est très positif, c'est que tu n'as pas vendu à moins 3000 de plus-value enfin de perte latente. Ça déjà, c'est bon signe parce que le pire pour moi vraiment et je suis sûr que ça a dû arriver un peu, hein, c'est des gens qui copient un portefeuille et qui ensuite vendent en se disant: «Oh putain merde, ça a baissé, j'abandonne tout, et là c'est très mauvais, mais au moins tu n'as pas fait ça. Hâte de voir le downfall de Webtoon. Après Webtoon a déjà un peu downfall, hein, enfin je veux dire, Webtoon a fait, je crois qu'au plus bas on était à moins 50% par rapport au prix où j'avais acheté donc tu sais, ouais le downfall malheureusement a déjà un peu eu lieu, hein. Bon, mais ça remonte un peu. Là on est plutôt sur ça s'améliore. Mais je crois que c'est enfin je crois que sur mon compte des j'avais vu un moins 50, hein. J'ai acheté quand? Je crois que j'ai acheté les genre là ou je sais pas, ah non j'ai acheté à Noël. Je l'ai acheté là, à peu près là, fait un petit moins 45, hein. Avec en plus la baisse du dollar, c'était moins 50. Et là ça va, on se reprend là. On est passé de 7 quand même à 9,69. Ça allez, on peut y arriver. Sinon les autres boîtes évidemment, bon, bah, il y a Nvidia, Inch'Allah ça marche, hein. Ça se reprend un peu la Nvidia sur le mois quand même, mais bon ça c'est pas non plus, topissime. Et Reddit c'était dommage. Au moment des résultats, ça allait très bien. Je sais pas si vous avez vu, au moment des résultats, ça avait largement monté. Ensuite, la meuf, elle a fait un call où elle a été nulle, donc ça a rebaissé. Et là, ça repart un peu à la hausse. Bon, moi, j'y crois quand même beaucoup dans celle-là. Encore une fois, si t'investis sur le long terme, j'ai du mal à croire. Enfin, j'ai du mal à voir un monde dans lequel, dans 10 ans, Reddit vaut pas plus que ce qu'il vaut actuellement. Je sais pas ce qu'il faut en vrai Webtoon. J'utilise l'appli, je suis prêt à payer 5 € par mois, mais j'ai tout gratos. Pourquoi ils monétisent rien? En fait, parce qu'ils ont un modèle de monétisation qui correspond à la Corée et à tout ça. Et en Europe, ça marche pas. Et donc, il faudrait qu'ils fassent autre chose. Merde.
Reddit, je te suis à fond, c'est la boîte du siècle. Ouais, moi aussi, je me suis à fond sur ce coup-là. Je pense que c'est un des paris sur lequel je vois moins, enfin, je vois le moins dans quel contexte ça pourrait vraiment baisser fortement. J'avoue que j'y crois pas trop. Lyft, c'est plus risqué, mais le potentiel économique est énorme. Webtoon, c'est un peu plus risqué aussi, mais en vrai, je pense que c'est pas si risqué que ça, étonnamment, malgré la baisse qu'on a eue, parce que, par contre, le potentiel économique est, enfin, c'est assez incertain sur le potentiel de développement, mais je vois pas comment ça pourrait faire faillite, tu vois. Alors que Lyft, ça peut faire faillite théoriquement, même, c'est même un peu probable. Celestica, bon, je pense que c'est un peu un Nvidia bis, c'est un peu de choses près, c'est pas tellement plus compliqué que ça. On a Nvidia plus value et Alphabet. Bon, ça, Alphabet, voilà, tout le monde connaît. Le modèle éco de Reddit, c'est quoi? Ils vendent des pubs, c'est comme Meta, quoi. Reddit, j'avoue que tu m'as ouvert les yeux. Même moi, j'y vais de plus en plus, ça devient une évidence. Moi, j'y vais énormément en ce moment parce que je trouve que Twitter est nul. En vrai, je pense que la boîte est exceptionnelle. C'est le meilleur réseau social de tous. Donc, juste ce fait-là, juste ce fait que ce soit le meilleur réseau social en termes de croissance, d'engagement, de développement, fait que pour moi, la boîte devrait valoir, enfin, peut valoir, ça pourrait valoir plus que Twitter largement. Ça devrait valoir beaucoup plus que des trucs comme Pinterest ou comme je sais pas quoi qui valent étonnamment presque autant de crédit. Quel hasard, quand même, les gens ont le même portefeuille que moi. C'est dingue, hein. Vraiment, le hasard fait bien les choses, hein. Mon portefeuille assez particulier. Je vais pas vraiment le noter, mais bon, voilà. Mais en fait, étonnamment, dans mes mails, j'ai reçu beaucoup de portefeuilles comme ça, ce qui m'a un peu surpris. Et en même temps, bon, c'est le jeu, hein. Et dernier portefeuille, assez gros, mais effectivement, c'est le même montant que le premier. Oui, parce qu'il y a pas mal de portefeuilles dans la tranche des 80 000 euros, c'est assez commun. Comment ils monétisent Reddit? Bah, ils vendent des pubs, enfin, comme Meta, quoi. Donc, ils monétisent comme Meta. Alors, ils monétisent beaucoup moins bien que Meta, c'est le problème. Ils sont nuls en monétisation par rapport à Meta. Mais il faut que les gens créent des comptes, qu'en suivant leur centre d'intérêt, ils fassent des bonnes recommandations de pubs, qu'ils peut-être des pubs un peu vidéo de temps en temps aussi pour augmenter l'argent. Voilà, enfin, qu'ils monétisent un peu comme Meta le fait, mais mieux, quoi. Là, actuellement, et le chiffre d'affaires qu'ils font par rapport au nombre d'utilisateurs est vraiment faible. Donc, c'est un des problèmes. Mais justement, c'est une des perspectives de développement importantes. Quatrième portefeuille. Donc, on a une petite poche action. Petite poche action qu'on pourrait noter comme étant entreprise européenne de qualité. Alors, ce qui est vrai, c'est que pour un PEA, tu as pris parmi les meilleures entreprises qui sont. Et donc, parmi les entreprises européennes, c'est un peu ce qui se fait quand même de très bien. Hermès, bon, ça marche pas mal. Ferrari, ça marche pas mal aussi. Ce qui est bien, c'est que c'est pas des positions non plus qui sont énormes parce que pour 80 000 euros de portefeuille, 2 000 euros, ça reste très, très léger. Donc, s'il se passe un truc un peu grave, c'est pas très grave. Et Air Liquide, avec une prime de fidélité visiblement. Donc ça c'est bien. Je sais pas si t'es donc ça a une plus grosse position. Est-ce que tu connais un peu la boîte spécifiquement pour avoir plus de Air Liquide qu'autre chose? Je sais pas. Mais bon, ça s'est bien passé, pourquoi pas en garder. Ensuite, c'est là où c'est plus marrant. MSCI India, ETF Inde, ETF Europe Banque. C'est marrant ça aussi. S&P 500 qui étonnamment marche moins bien. C'est bon, là forcément tu as dû acheter de manière assez récente parce que la seule manière à laquelle, enfin le seul contexte dans lequel le S&P 500 fait moins 10%, c'est si tu l'as acheté il y a moins d'un an. Donc là, ça se passe un peu mal, mais bon, c'est un peu biaisé parce que le prix, le timing d'achat est un peu particulier. Et euro dividende aristocrate, ça les gens adorent ça, les dividendes aristocrates. Moi, j'avoue que j'y crois moins aux dividendes aristocrates, mais bon. Performe comment? Ça fait ça, ouais. Alors, bon, si l'ETF est capitalisant, ce que je pense, en gros, ça fait 2 fois moins bien que le S&P 500, peu de choses près. Enfin non, ça fait 30% de moins. Et ouais, sur 2013, ça se fait défoncer par le S&P 500, hein. Enfin, sur 10 ans, du coup. Sur 10 ans, entre 2013 et machin, je veux dire, S&P 500 fait fois 4. Là où le truc fait, enfin voilà, ça fait 2 fois moins que le S&P 500. Et en fait, enfin, moi, ce qui me chagrine avec ce truc de dividende aristocrate, c'est que c'est forcément des très vieilles boîtes, quoi. Je crois que pour dividende aristocrate, faut avoir, je sais pas, 25 ans de dividendes cumulés en augmentation, un truc comme ça. Donc forcément, c'est des boîtes qui sont très vieilles, très anciennes, qui investissent relativement peu. Donc, pour que ça fasse mieux que des boîtes très dynamiques, faut que soit que l'économie américaine se porte assez mal, soit que la tech s'effondre. Mais je vois ni la tech s'effondrer, ni l'économie américaine vraiment mal se porter sur le long terme. Donc, à partir de là, voilà, ça fait moins bien. Alors, évidemment, sur le court terme, ça fait mieux que le S&P 500. Mais c'est je pense que ça fait 6 mois qu'il a investi sur cette ligne maximum. En fait, il a dû investir quasiment au plus haut parce que le S&P 500 n'a pas tellement fait plus que moins 10%. Enfin, là, il n'est pas tellement à pas plus que moins 10%. Donc voilà, là, sur le court terme, ça fait moins bien, mais sur le long terme, je vois pas comment ça ferait mieux que le S&P 500 normal. Donc je sais pas si tu as une conviction particulière qui explique ça, mais globalement, je sais pas, c'est pas ce que j'aurais fait. Et l'Inde, pourquoi pas, écoute, hein, en vrai, moi je suis pas le fan numéro un de l'Inde, parce que le marché se paye assez cher et ça reste une économie qui reste cantonnée, à enfin, à un niveau de développement qui est très, très faible, quoi. Donc exporter, c'est pas forcément si simple, c'est assez tributaire de grosses boîtes internationales qui doivent investir dans le pays pour qu'il se développe. Voilà. Est-ce que vraiment ça va faire mieux que l'économie américaine? Je suis pas sûr. Mais bon, pourquoi pas? Enfin, ça, c'est pas gênant. En vrai, ça me gêne pas. Tu en as quand même beaucoup. 14 000 €, c'est quand même pas mal. Mais bon,
et banque européenne, ça pourquoi pas. Écoute, investir dans des banques qui une industrie qui fait relativement peu de croissance, sur un continent qui croît relativement peu, je sais pas si c'est hyper dynamique comme investissement, mais bon, ça a bien marché, donc pourquoi pas. Et après tu un truc Sérénité PEA-PE, ça pour le coup, Amundi Sérénité, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais, c'est du cash, quoi. Destiné au placement de liquidités en attente de réinvestissement dans le cadre d'un PEA. OK, ouais. Ça monte, hein. Regarde-moi ce graphique. En fait, c'est marrant, on a l'impression que c'est enfin, de la manière dont est disposé le graphique, on a l'impression que ça fait enfin, que ça a doublé alors que non, ça a juste pris plus 0,2 quoi. Mais je sais pas, il le représente de manière assez bizarre. Ah ouais, il y a eu une énorme craque là, on a fait moins 2,8 et là d'un coup, on est à plus 4,2. Ah ouais, ils te font une droite comme si c'était, le bitcoin, quoi. Mais après, bah, je veux dire, bon, c'est il faut voir aussi qu'il y a ah non, mais c'est ouais, et après il faut pas être trop intolérant au niveau du monétaire, je pense, parce que parfois tu juste envie d'avoir du cash pour potentiellement pouvoir retirer quelque chose, enfin, c'est pas interdit, parfois, la vie fait que, voilà, tu as besoin de il a peut-être besoin d'acheter une voiture dans les prochains mois ou je sais pas quoi et il a peut-être besoin de cash, donc voilà. Après, si c'est du cash en mode stratégie d'investissement, oui, j'attends que le marché baisse, toujours très risqué ça et là on le voit parce qu'effectivement tu as envoyé ça il y a 1 semaine. Déjà en 1 semaine, le marché a pas mal remonté et donc ton cash, bah, il a perdu de la valeur par rapport à ce que tu l'avais mis, dans n'importe quoi, peu de choses près. Mais bon, voilà, faut comprendre que le cash parfois dans la vie, tout le monde n'est pas, moi j'ai un compte, c'est un jeu quoi. Je vais jamais le retirer, enfin j'ai pas besoin de le retirer, c'est pas un vrai gens. Mais, les vrais gens, parfois ils ont besoin de voilà de pour, voilà un truc, ils ont besoin de cash et ça arrive. Donc globalement le portefeuille un peu, c'est typiquement le genre de portefeuille où on se dit: «Est-ce que tu ferais pas mieux d'acheter juste du S&P 500 à la place d'avoir tous ces trucs-là et est-ce que tu en tirerais où? Est-ce que tu ferais mieux d'avoir juste un gros S&P 500, tu remplaces, ça typiquement par du S&P 500, même ça, ouais, je comprends rien à cet indice en fait. Stocks, même si c'est banque européenne je pense, hein. Je sais pas comment est-ce que les banques européennes, font tellement mieux que le marché américain sur le long terme. Beh, à moins que l'Europe fasse 10 de croissance par an dans les prochaines années et que les banques, surperforment et fassent encore 5 de plus, est-ce que ça va en faire mieux que la tech? Voilà, moi j'ai du mal à y croire sur le long terme, mais voilà. Après tu as peut-être une conviction, depuis le 1er janvier, SG c'est 75. Oui, mais il y a peu de chances que SG fasse 75 dans les 10 prochaines années, tu vois? Genre, ça va peut-être bien marcher, tu vois? Mais en plus là, c'est un ETF, donc c'est pas une banque précise. Il y a peu de chances que les banques européennes en général fassent 15 de croissance par an dans les 15 prochaines années. Ça serait vraiment étonnant. L'économie européenne, globalement, l'Allemagne fait 0 de croissance, l'Angleterre 0 de croissance, la France 0 de croissance, l'Italie 0 enfin, je sais pas, 1 allez, il y a la Pologne qui grossit, mais la Pologne, doit pas être très fortement représentée là-dedans. À partir de là, comment est-ce que l'Europe fait une croissance suffisante pour justifier un secteur bancaire qui explose? Moi, ça me paraît délicat. Donc peut-être que toi, tu as une conviction là-dedans et dans ce cas-là, encore une fois, très bien. Mais réfléchis à ça. Est-ce que tu penses vraiment que l'Europe va grossir à une vitesse importante dans les 10 prochaines années et auquel cas ça justifierait le fait que les banques augmentent à bonne vitesse. Mais si c'est pas le cas, est-ce que tu as vraiment intérêt à mettre ton argent là-dedans? Je sais pas. Ouais. Ce qui est encore important, encore une fois, c'est que vos convictions soient alignées avec votre portefeuille. Mais allez pas dans un truc juste parce que vous vous dites ah ça serait pas mal, ça a bien marché sur les 2 derniers mois. Non, il faut vraiment qu'il y ait une logique où vous vous dites ok moi écoute je travaille dans le secteur bancaire, je pense que les banques sont très largement sous-valorisées, ce qui est d'ailleurs vrai. Enfin factuellement les banques sont sous-valorisées, ça s'explique, mais les banques se payent très très peu cher. Donc voilà, je pense que ça va largement augmenter parce que voilà ça va revenir à ce juste valeur. Et donc j'investis là-dedans, très bien. Si c'est tu te dis, enfin voilà, si c'est juste ah écoute on m'a dit ça, je trouve ça pas mal, En fait, du coup, tu as un peu un surplus de value, tu vois? Parce que donc William Higgins, ça fait de la value, les banques, ça fait de la value, et là, tu n'as que du value, quoi. Bah, tu as intérêt que le value marche. Tu as pas beaucoup de croissance, en fait, du coup. Pas beaucoup de croissance. Enfin, si tu as voilà, tu as Ferrari, Air Liquide, Hermès, c'est plutôt gros, je dirais. S&P 500, ça, c'est plutôt de la croissance. Inde, on va dire que c'est plutôt de la croissance, même si c'est un peu particulier. Mais tu as quand même beaucoup de value et je pense qu'historiquement, voilà, le sens de l'histoire, moi, je suis investisseur croissance, de toute façon, je crois beaucoup plus là-dedans, mais voilà. Portefeuille pas mal, peut-être un peu trop européen. Je sais pas si toi, tu très après, si tu très européen, écoute, voilà, encore une fois, si c'est tes convictions, avec plaisir. Si c'est juste parce que tu te dis: «C'est diversifié, il faut que je mette en Europe», je suis pas si convaincu que ça.